bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur émérite de l'Université Laval Oui, en sciences politiques. oui, Et puis vous vous êtes pas mal intéressé à la politique étrangère des États-Unis. oui. Alors justement, les États-Unis sont hélas à l'honneur de l'actualité à cause du drame survenu à Orlando. Nous avons entendu le président Obama remettre en question une nouvelle fois le lobby des armes et cette facilité de circulation et d'utilisation des armes aux États-Unis. Mais nous avons bien sûr le candidat Trump qui s'est aussitôt emparé de l'événement pour conforter sa position anti-musulmane. À votre avis, cet événement tragique, dans ce contexte des élections présidentielles, à qui va-t-il profiter ? Malheureusement, à brève échéance du moins, je crains bien qu'il profite davantage à Trump. Les Américains, bien sûr, comme c'est le cas partout dans le monde, quand un événement de ce genre survient, il y a un sentiment d'insécurité et évidemment d'hostilité vis-à-vis ce radicalisme musulman qui se manifeste une fois de plus. Et la réaction primitive, primaire des populations est une réaction de vengeance, d'inacceptabilité. Cela ne devrait pas arriver. Ça arrive probablement parce qu'il y a eu négligence de nos dirigeants. Ça arrive parce qu'on n'a pas été assez dur. Donc ce type de réaction va alimenter la campagne de Trump. Alors Donald Trump, comment expliquez-vous son succès ? Comment expliquez-vous qu'il soit parvenu à être le candidat du Parti républicain aujourd'hui en 2016 ? C'est d'abord l'épidémie du populisme, c'est un populisme poussé à bout par un personnage qui a sans aucun doute un immense talent médiatique. Il exploite des thèmes très simples et qui ont l'art d'ébranler une population dont les caractéristiques sont les suivantes. Très peu d'éducation, ce sont des blancs frustrés du fait qu'on se soit beaucoup occupé des minorités, qu'on a insisté depuis une cinquantaine d'années aux États-Unis, avec raison bien sûr, sur les droits raciaux, sur l'accueil des minorités, sur le droit des femmes, l'émancipation des femmes, et toutes sortes d'autres minorités qui se sont manifestées. C'est propre, je pense, à nos sociétés occidentales en général. Et je pense qu'on voit partout dans le monde ce type de réaction. C'est l'homme blanc qui dit on a tout fait pour les femmes, pour les minorités, pour les jeunes, pour les personnes âgées, mais l'homme blanc d'âge moyen, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? L'électeur type de Trump, c'est quelqu'un dont le père ou le grand-père a bien profité de l'époque de Franklin Roosevelt, alors qu'on accordait la sécurité sociale et que les syndicats parvenaient à imposer des salaires décents à tout un secteur de la population. Alors ces gens-là qui sont partis souvent de situations très pauvres, qui ont réussi à se tailler une petite place dans la société, se voient maintenant complètement oubliés par toutes les autres minorités montantes. Et ils sont déçus parce que, ils croient à tort souvent, mais que les immigrants volent leurs emplois. Ils sont déçus parce que les sociétés commerciales font ce qu'on appelle du outsourcing, vont investir à l'étranger et ferment des entreprises sur le sol des États-Unis, donc on perd des emplois. Aussi, par exemple, les politiques environnementales, comme par exemple la recherche d'abandon de l'industrie du charbon.
Or, il y a des endroits aux États-Unis où l'industrie du charbon fait travailler beaucoup de monde. Évidemment, même si c'est mauvais pour l'environnement, on insiste sur le fait, tant pis pour l'environnement, mais on veut garder nos jobs. Alors, voilà le type d'électeur qui vote pour Trump. Maintenant, pourquoi cela s'est-il produit dans le Parti républicain et non pas le Parti démocrate qui aussi recrute des électeurs du même type? C'est que le Parti républicain, qui traditionnellement a été un parti plus conservateur et peut-être un peu plus élitiste que le Parti démocrate, le Parti démocrate recrutant facilement des électeurs des villes, issus de l'immigration, la plupart, beaucoup, en grande partie, les travailleurs autrefois. Alors est-ce que vous pensez que la base électorale de Donald Trump n'est pas spécialement républicaine? Elle est républicaine, c'est parmi les électeurs républicains habituels que Donald Trump recrute. C'est pas pour rien qu'il est le candidat du Parti républicain, même si les élites du parti sont très mal à l'aise avec lui. Je dirais que pour bien comprendre le succès de Trump, il faut comprendre l'histoire du Parti républicain, qui, à partir des années 60, se voyant parti minoritaire aux États-Unis, a décidé de courtiser l'électorat du Sud. Assez curieusement, le Sud, très conservateur, en général toujours de tendance un peu, pas tout à fait raciste, mais raciste ou crypto-racisme, en tout cas étant souvent sur le bord du racisme, cet électorat était du côté du Parti démocrate. Pourquoi? Parce que celui qui a émancipé les Noirs aux États-Unis en 1865, c'était Abraham Lincoln, le fondateur du Parti républicain. Alors, les sudistes, depuis ce temps, de façon unanime jusqu'aux années 60, ont voté pour le Parti démocrate parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ce parti républicain dont Lincoln était le fondateur. Mais le Parti démocrate, durant les années 60, s'est engagé assez loin dans les droits raciaux. On a voulu donner l'égalité aux Noirs, on a voulu supprimer la ségrégation, on a fait beaucoup de choses, surtout sous John F. Kennedy et Lyndon Johnson, pour donner des droits aux Noirs, ce qui a irrité profondément toute une grande partie de l'électorat du Sud. Et les républicains ont eu une nouvelle stratégie, la stratégie qu'on appelait stratégie sudiste, de courtiser cet électorat insatisfait des démocrates. On l'a fait avec succès, et aujourd'hui, ce qu'on appelait le Solid South, qui allait démocrate, va maintenant du côté républicain. Oui, ça a commencé notamment avec Ronald Reagan. Ça avait commencé déjà avec Nixon. C'est Nixon qui avait pensé cette stratégie sudiste. Mais ça s'est fait graduellement et avec Ronald Reagan, c'est devenu beaucoup plus évident. Ça a eu l'effet de perturber la carte électorale aux États-Unis et de la rendre plus rigide. Autrefois, aux États-Unis, il y avait des républicains conservateurs et des républicains plutôt libéraux. Il y avait des démocrates plutôt conservateurs au sud et des démocrates libéraux au nord. Évidemment, dans l'ensemble, le Parti démocrate était toujours plutôt à gauche du Parti républicain, mais ce n'était pas aussi simple que ça. On peut dire au fond qu'il y avait à peu près 4 partis. Alors ça, c'est fini aujourd'hui. En général, les démocrates sont plutôt libéraux. En général, les républicains sont plutôt conservateurs. Donc, je reviens à la question que vous me posez. Pourquoi Trump a-t-il du succès parmi les républicains? Parce que les républicains sont allés courtiser le Sud. Et par la suite, comme ils étaient traditionnellement un parti minoritaire, ils ont courtisé toutes sortes de mouvements. Ils sont allés un peu partout. Ils ont courtisé, par exemple, les idéologies religieuses extrémistes. Donc, on a courtisé cet électorat et on a courtisé aussi, on s'est aventuré dans le populisme
Et le résultat, c'est Trump. Donc, il y a dans le Parti républicain une sorte de malaise qui a attiré ce candidat plus qu'un autre. Alors on compare souvent Donald Trump à Ronald Reagan. Est-ce que vous pensez que c'est une comparaison pertinente? Ça n'est pas pertinent, bien que Ronald Reagan représente une sorte de percée dans le Parti républicain. Ronald Reagan était le disciple de Barry Goldwater, qui en 1964 avait fait face à Lyndon Johnson et avait été battu à plate couture. Et donc, cet extrémisme de Goldwater, tout à coup, est devenu monnaie courante avec Reagan. Goldwater disait « L'extrémisme dans la pratique de la vertu n'est pas un vice ». Autrement dit, plus on va loin à droite dans la tradition, dans tout ce que représentent les vieilles valeurs du pays, c'est très bien. L'extrémisme dans la pratique de la liberté ne peut pas être un vice. Et donc, la liberté absolue par rapport au gouvernement, etc., c'est bien. Reagan a représenté ça. Et il est arrivé au pouvoir à la suite d'une sorte de fatigue de la population à l'endroit de tous les bouleversements sociaux qu'avaient subis les États-Unis depuis les années 60. Avec Reagan, on dit « le gouvernement, ça n'est pas la solution, le gouvernement, c'est le problème, nous avons trop de gouvernement ». Et donc, on a insisté beaucoup sur l'émancipation des libertés individuelles aux dépens des programmes sociaux et de l'intervention gouvernementale. Il y avait aussi, sur le plan international, une sorte de fatigue à l'endroit de la diplomatie. Autrement dit, de même qu'on trouve qu'il y a trop de politique à l'intérieur, on trouve qu'il y a trop de politique à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui les distingue justement tous les deux? Mais il y a une distinction profonde entre Reagan et Trump. D'abord parce que on pourrait caractériser les valeurs républicaines de trois façons. D'abord, la liberté individuelle par rapport à l'intervention gouvernementale et la limitation des interventions gouvernementales. Ça a été un filon exploité par les républicains depuis longtemps, et en particulier par Reagan. Deuxième caractéristique de la tradition républicaine, l'insistance sur des valeurs soi-disant profondes de l'Amérique, sur les valeurs religieuses, un certain traditionnalisme qui fait dire les choses vont trop loin, on accorde trop de droits, la société est trop permissive, il faut revenir aux vieilles valeurs. Le républicanisme a encouragé ça. Et troisièmement, sur le plan de la politique étrangère, comme je vous le disais au sujet de Reagan, intervention à l'extérieur, mais pour magnifier la puissance américaine et pour accroître l'influence soi-disant bienfaisante des États-Unis dans le monde. Or, Trump est en rupture de banc avec ces trois aspects du républicanisme. Il ne parle pas tellement de limiter les dépenses gouvernementales, mais il parle d'intervenir quand même, lui, de créer un programme d'assurance maladie. Et puis, sur le plan de la liberté économique, il est pas libéral dans ce sens, puisque sur le plan extérieur, il veut mettre fin aux accords de libre-échange, il veut tronquer l'économie internationale et lui substituer une sorte de mercantilisme traditionnel. Donc, ça n'est plus la liberté du commerce qu'encourageaient les républicains. Deuxièmement, quant aux valeurs traditionnelles, le passé de Donald Trump et sa vie morale n'est pas tout à fait exemplaire. Cet homme-là a été divorcé 2 fois, il a été propriétaire de casinos et il ne représente pas l'exemplarité religieuse américaine, même s'il courtise encore ces milieux fondamentalistes.
Et troisièmement, bien, sur le plan de la politique extérieure, les républicains voulaient intervenir, évidemment de façon musclée souvent et de façon unilatérale, mais pour, soi-disant, accroître l'influence des États-Unis dans le monde. Or, Trump ne veut pas ça du tout. La politique qu'il propose sur le plan international est la plus isolationniste qu'on a vue aux États-Unis depuis les années 1920. Donc, il y a une rupture fondamentale, et c'est pourquoi, pour la première fois dans l'histoire électorale depuis, en tout cas sûrement depuis le début du 20e siècle, il y a une dissociation remarquable des élites républicaines vis-à-vis de leurs candidats. Même en 1964, au moment où Goldwater suscitait une certaine gêne, toute l'élite républicaine l'a appuyé. Et puis aussi, un autre phénomène sans précédent, deux des présidents républicains récents, les deux Bush, Bush père et Bush fils, ont décidé, tous les deux, de ne pas être présents à la convention républicaine du mois de juillet à Cleveland. Et les deux sont en rupture avec le candidat Trump. Ils n'ont pas dit un mot d'encouragement à la candidature de Trump. Ça, c'est du jamais vu. On aura donc une convention républicaine assez curieuse, où on ne verra pas parader les anciens présidents, comme c'était le cas autrefois, où certaines élites du parti ne seront pas présentes ou n'encourageront pas chaleureusement le candidat. Il est sûr que ça va nuire beaucoup à la campagne de Donald Trump. Alors actuellement, Donald Trump comme Hillary Clinton sont en train de réfléchir au choix de leur vice-président, voilà, qui est un choix majeur, et notamment pour Donald Trump, parce qu'on sent bien que ça va être le choix qui va lui permettre d'asseoir sa crédibilité républicaine auprès des républicains et auprès du peuple des États-Unis. Justement, à votre avis, est-ce que vous pensez à un républicain qui pourrait être ce vice-président? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très difficile, c'est un gros casse-tête pour Trump, parce que sa campagne est tellement dirigée sur lui-même, ça n'est pas une exagération de dire qu'il est narcissique, parce qu'il revient constamment là-dessus, c'est moi qui peux faire les choses, il n'y a pas d'équipe, cet homme-là, tout repose sur lui, sur son charisme, sur sa personne. Alors, comment trouver une personne qui, comme c'est le cas traditionnellement aux États-Unis, va équilibrer, comme on dit, le ticket. Donc, une personne qui ne représenterait pas tout à fait ses valeurs, mais élargirait un peu l'électorat. Donc, idéalement, ce serait un républicain assez bien vu, de tendance plutôt progressiste, du nord des États-Unis, ou je ne sais pas, ou peut-être de la Californie, en tout cas d'un État qui vote démocrate habituellement, mais ça ne sera pas facile, je ne sais pas comment il va s'en tirer avec ça. Ce pourrait être le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a eu à un certain moment une allure en tout cas moins conservatrice que les autres républicains, mais qui récemment a changé beaucoup, est allé dans toutes les directions. Il était candidat aux primaires contre Trump, mais il s'est rallié à Trump. Alors, ce serait une candidature possible. Alors, Donald Trump, justement, quand il a toute cette communication assez simpliste dans ses slogans, dans ses attaques, est-ce que vous pensez qu'il croit en ce qu'il dit? Est-ce qu'il pense ce qu'il dit? Ou est-ce que derrière, il a un programme qui est tout autre? Je pense qu'il croit ce qu'il dit. Il finit par le croire, même si ce qu'il dit n'est pas crédible du tout, parce qu'il ment continuellement. Mais il a une notion du mensonge qui n'est pas la même que pour, en tout cas, n'est pas la notion traditionnelle et rationnelle de la chose. Et ça ne semble pas déranger beaucoup l'électorat. On va dire, ah ben oui, il s'est trompé de chiffre, c'était pas tout à fait ça. Mais il se trompe constamment parce que
D'abord, il fait des discours sans texte, et sa grande force, c'est de dire qu'il parle avec son cœur. Donc, il parle spontanément, et c'est ce que les gens aiment de lui. Ça vient spontanément, ça représente à peu près ce que les gens pensent, même si ça n'est pas tout à fait exact. Et d'ailleurs, on va s'appliquer durant la campagne, le réseau CNN s'est engagé là-dedans, à faire ce qu'on appelle du fact-checking, la vérification des faits. Et à chaque fois qu'on verra un discours électoral, on aura le même procédé avec Mme Clinton, en dessous de l'écran, vous verrez une rectification. Ça n'est pas tout à fait juste, etc. On va essayer de suivre les candidats comme ça de façon rigoureuse et continue. Alors ça pourra lui nuire, mais peut-être pas tellement. Donc oui, pour répondre à votre question, il croit à peu près ce qu'il dit, mais en même temps, il est très indulgent vis-à-vis de lui-même, parce que son histoire de discours et son histoire rhétorique, je dirais, est pleine de contradictions, mais il justifierait ça comme il le fait quelquefois. Vous savez, à certains moments donnés, on insiste davantage sur une chose, et puis les événements aussi, le cours des événements nous fait changer. Donc on pourrait supposer que s'il devenait président, il dirait « Ah, mais... » comme d'ailleurs tous les nouveaux gouvernements le font, hein, mais je ne savais pas quels étaient les problèmes. Maintenant que je suis au courant de tous les secrets gouvernementaux, mon attitude a changé, donc il trouverait sûrement des excuses. Mais dans un certain sens, oui, il finit par croire à son système. Alors, une dernière question concernant les démocrates. Comment expliquez-vous le succès de Bernie Sanders et aussi le fait que Hillary Clinton a du mal à soulever l'enthousiasme des foules? Hillary Clinton a beaucoup de qualités, mais elle n'a jamais eu beaucoup de charisme. Évidemment, au départ, en 2008, elle suscitait beaucoup d'enthousiasme chez ses électeurs parce qu'elle représentait la fameuse percée féministe. Tout se passe aujourd'hui comme si on avait oublié ça, comme oui, on peut avoir une candidate qui est une femme, maintenant c'est acquis, on pourrait avoir une femme présidente, oui, ça pose pas de problème. Donc, ça a perdu un peu, malheureusement, parce que c'est toujours nouveau, et il y a du chemin à faire beaucoup pour l'avènement des femmes dans le monde politique, mais ça n'apparaît plus aussi nouveau que c'était autrefois. Et personnellement, encore une fois, elle a beaucoup de qualités, mais elle fait des discours de qualité, elle explique bien les choses, elle est compétente, mais elle n'a pas de charisme, elle ne soulève pas naturellement l'enthousiasme. Elle en a beaucoup moins que Barack Obama, par exemple, qui lui aussi est un homme de réflexion, de nuance, d'intelligence, de finesse, mais qui peut remuer un auditoire, et évidemment son mari, Bill Clinton. Alors les deux, Barack Obama et Bill Clinton, seront mis à contribution. Aussi pour toutes sortes de raisons, dont certains procédés douteux dans sa politique, par exemple, cette obstination qu'elle avait de se fier à une agence de mail ou de courriel privé plutôt que faire passer ses courriels dans la voie gouvernementale. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui lui en sont passées entre les mains, mais c'était son courriel privé qui gérait tout ça. Il y a quelque chose d'un peu douteux et certainement de blâmable là-dedans. Il y a aussi ses accointances avec les milieux financiers. Elle s'est fait payer grassement des discours auprès de certains gros clients gouvernementaux. Donc tout ceci l'a fait passer pour une politicienne très traditionnelle.
donc qui a joué le jeu de la politique sans être complètement malhonnête, mais elle est complètement issue de la classe politique. Or, nous sommes à une époque où la classe politique n'emmène pas large dans les faveurs de la population. Donc, elle représente du pareil au même une sorte de continuation de la gouvernance démocrate. Face à la tragédie que représenterait Trump, évidemment, elle est la carte à jouer, mais ça n'est rien d'emballant. Voilà pourquoi, malheureusement, elle va se résigner à faire une campagne très négative. 80% de ses discours seront consacrés à dénoncer la tragédie que représenterait une présidence de Donald Trump, à la critique. Et évidemment, c'est facile parce qu'il y a tellement de contradictions dans le discours de Trump, c'est relativement facile de le dénoncer et elle va le faire. On va jouer beaucoup là-dessus. Et donc son manque de charisme, c'est pour vous c'est la raison pour laquelle Bernie Sanders a du succès? Ah oui, donc évidemment, vis-à-vis de Bernie Sanders, lui qui arrivait avec quelque chose de tout à fait nouveau, avec une opposition à cette classe politique, avec les accointances avec les milieux de Wall Street et avec aussi une continuation du mouvement Occupy là, qui voulait dénoncer les inégalités en matière de richesse dans la population. Alors Sanders a joué cela et là aussi, c'est un électorat relativement nouveau qui est allé du côté de Sanders, très différent de celui de Trump, un électorat plus jeune, plus soucieux de justice sociale, mais un électorat soucieux de rompre avec des traditions politiques. Et c'est une grosse frange du Parti démocrate. Ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est qu'avec le temps, que Sanders mette de l'eau dans son vin, mais réussisse en même temps à influer sur ce qu'on appelle la plateforme du Parti démocrate, sur le programme social de Mme Clinton, pour que Mme Clinton puisse récupérer une bonne partie du vote à l'endroit de Sanders. Le problème aussi avec Sanders, comme avec Trump pour le Parti républicain, c'est que Sanders n'est pas un démocrate. Il s'est présenté comme socialiste ou social-démocrate depuis nombre d'années. Évidemment, il a fait les primaires sous l'égide du Parti démocrate. Il sera présent à la convention démocrate à Philadelphie, mais il se sent plus libre vis-à-vis du parti, et ça paraît. Malgré tout, il a fait des déclarations assez claires à l'endroit du candidat Trump, qu'il va faire tout ce qu'il peut pour que Trump ne soit pas élu président. Donc, ça veut dire, avec le temps, qu'il va faire tout ce qu'il peut pour aider la candidature de Mme Clinton. Merci beaucoup, Louis Balthazar. Je vous en prie.